Merci de votre présence. Merci à Denkem Institute qui nous donne l'opportunité de parler des infrastructures en général et cet après-midi de mettre l'emphase sur les infrastructures de défense. Comme annoncé, nous avons plusieurs invités. Ils sont vraiment plus à présenter parce que ce sont des visages connus, reconnus du paysage médiatique, politique, associatif en Côte d'Ivoire. On a bien sûr professeur Arthur Bonga, comme ça a été annoncé, enseignant-chercheur en relations internationales et en histoire militaire. Merci beaucoup, Arthur, de votre présence. Je le chambrais tout à l'heure, je lui disais que Bédier est parti, en plus des compétences, il a la tenue maintenant. Donc, juste à côté d'Arthur, nous avons Dr Sylvain Nguessan, qui est analyste politique et sécurité, qui est directeur de l'Institut stratégique d'Abidjan. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup d'être présent. Et puis, juste à côté de moi, nous avons Boris Gogoua, qui est chercheur et membre de l'Association française du droit de la sécurité et de la défense. Avec ces trois personnalités, nous aurons l'opportunité de discuter des infrastructures de défense en Côte d'Ivoire. Vous savez comme moi que les juristes définissent l'État comme une personne morale de droit public titulaire de la souveraineté. Ça veut dire que l'un des caractères primordiaux de l'État, c'est la souveraineté. Et cette souveraineté, elle est à la fois internationale, mais elle est également interne. Et elle se manifeste en partie par l'armée, qui contribue à assurer toute la plénitude du pouvoir de l'État. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, a elle également une armée, a elle également une histoire avec son armée et a également des infrastructures de défense. On se trouve dans un siècle et dans une période où nous faisons face à des défis sécuritaires que l'on n'avait pas hier. On ne parlait presque pas de terroristes, en tout cas dans notre sous-région ouest africaine hier, mais aujourd'hui, ce sont des questions que nous tutoyons et auxquelles nous sommes confrontés. Est-ce que nos systèmes sont adéquats, sont appropriés pour faire face à ces différents challenges en matière de défense? Telles sont autant de questions, autant de réflexions que nous aurons l'occasion d'aborder en ces 1h15 d'échanges qui nous sont impartis. Je vais tout de suite commencer par professeur Arthur Bonga. Quelle est l'histoire des infrastructures de défense en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle a connu une évolution, une régression? Quelle est la situation et surtout quelle est l'histoire de nos infrastructures de défense? Bonjour à tous. D'abord, c'est un plaisir d'être avec vous. Et pour l'histoire des infrastructures de défense en Côte d'Ivoire, faut dire qu'elle est en partie liée à leur naissance est liée à notre décolonisation. Donc, colonisation et décolonisation. La plupart des infrastructures de défense, donc j'entends immobilier, base militaire, terrain d'entraînement, voilà, ont été héritées de la présence militaire coloniale française. Voilà. C'est-à-dire que l'essentiel, je prends l'exemple d'Akouedo, qui est le bataillon qu'on connaît le plus. Le bataillon d'Akouedo, comme ça, a été reversé en 1961, mais avant qu'il ne soit reversé en 1961, c'était un bataillon de l'armée coloniale française. Donc, comme on a eu un processus de décolonisation politique et par les accords de coopération qu'on avait, quand l'armée française quitte une infrastructure, par exemple un camp militaire, systématiquement, dans 90% des cas, ce camp militaire devenait un camp militaire ivoirien. Voilà, comme à Akouedo, les camps de Bouaké, les camps de Korogo, étaient essentiellement des camps de l'armée française dont on héritait, y compris nos écoles militaires, l'EMPT par exemple, l'école, l'EFA de Bouaké, qui était je pense une base aérienne, mais qui a été reconvertie en EFA. Donc il y a eu cette première phase-là. Mais dès ce moment, on a vite compris que notre statut d'État indépendant nous imposait de nouvelles infrastructures. Je prends le cas de l'école de gendarmerie par exemple. On n'avait pas d'école de gendarmerie durant la colonisation, donc naturellement, on ne nous a pas légué d'école de gendarmerie. Mais très tôt, la Côte d'Ivoire a compris qu'elle doit former des gendarmes. Elle va donc créer son école de gendarmerie. À Daloa, par exemple, la Légion de Daloa n'était pas créée, le bataillon de Daloa n'existait pas. Ce sont des créations nationales. Donc, dans l'histoire, on a hérité pour 70% des infrastructures de l'époque de l'infrastructure coloniale, mais en fonction de l'évolution ou des besoins qui étaient nécessaires,
on a dû créer de nouvelles infrastructures. Et en général, le domaine militaire s'est agrandi parce qu'il y a eu besoin de nouvelles infrastructures. Quand on commençait notre armée, on avait à peine 5 000 hommes. Aujourd'hui, on est autour de 20 000 hommes dans l'armée, 20 000 hommes dans la gendarmerie. Et donc, à chaque fois qu'on a grandi, dans l'État, on a essayé de construire de nouvelles infrastructures. Et certaines infrastructures anciennes ont été transformées. C'est le cas, par exemple, de Akwedo. Vous voyez le nouveau camp, l'ancien camp, qui montre l'évolution. En même temps, dans le legs, ce que je vais appeler le legs colonial des infrastructures de défense, il y a certaines infrastructures qui sont revenues aux civils. Quand vous prenez par exemple le ministère de la Défense, le camp Gallieni, c'était militaire, mais à côté du camp Gallieni, il y a par exemple l'INSP, l'Institut national de santé publique à Djamé, tout juste à côté. C'était militaire, mais on a estimé lors du legs que l'espace militaire pouvait se concentrer sur le ministère de la Défense et le camp Gallieni. Donc, cette partie est devenue pour les infrastructures de santé. Par exemple, les tours, c'était le camp Mangin, qui était le principal camp même du plateau avant le camp Gallieni, qui, elles, ont été aussi estimées nécessaires pour des besoins civils qui ont permis de transformer ces tours. Après, dans la première phase, pour aller rapidement, dans la première phase du miracle économique ivoirien, le budget de l'État était intéressant, donc il y avait beaucoup d'investissements en termes d'infrastructures militaires. Et puis est arrivée la crise des années 80, où là, il y avait moins d'argent, et ce qui a fait que nos infrastructures militaires se sont étiolées, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis, à partir de la guerre, déjà, parce que le déclenchement de la guerre a fait prendre conscience à nos dirigeants, parce que la plupart de nos dirigeants, je le dis tout de suite, n'ont jamais compris l'enjeu de la défense. Il a fallu d'abord la guerre, qui va faire comprendre aux dirigeants l'importance de la défense, et les attaques terroristes. Sinon, bien avant ça, c'était des dirigeants qui voyaient dans l'armée plus un outil de développement qu'un outil de sécurité et de défense. Pour Feu-Boigny encore, il avait la base militaire française, dont il était certain de l'intervention en cas de soucis. Et donc, ça a limité les investissements en infrastructures de défense. Mais quand la guerre a éclaté, et donc la guerre, les évolutions et tout récemment la menace terroriste ont emmené à avoir des investissements plus importants en termes d'infrastructures de défense. Voilà pour l'histoire de ces infrastructures et de leur rapide évolution. Merci beaucoup. Docteur Sylvain Nguessan, on a compris que la Côte d'Ivoire a hérité en grande partie des infrastructures de la période coloniale en matière de défense. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu suffisamment de mutabilité pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui? Est-ce que la situation a suffisamment évolué selon vous? En termes d'infrastructure? Oui, en termes d'infrastructure. Oh bon, quand vous prenez l'axe Abidjan-Bondoko, l'axe Abidjan-Ferké, l'axe Abidjan-Mans, 3 axes que je connais suffisamment. Bon, de coutume ne dit peut-être qu'on ne doit pas montrer la rue de son village avec la main gauche, mais à mon humble avis, on aurait pu faire mieux que ça. Mais tout ceci part de la vision que nos dirigeants ont eue, comme le disait tantôt, la vision que le président Oufoué avait du système de défense et de sécurité. Le président Oufoué, c'était plutôt, comment on appelle ça, une force pour contenir quelques manifestations, surveiller les leaders syndicalistes, les partis politiques embryonnaires. C'était pas véritablement l'enjeu pour le président Oufoué, c'était pas forcément la mise en place d'une force de défense d'un certain niveau qui puisse faire face. La force française était là pour faire le travail, pour le renseignement jusqu'à un certain niveau, pour la surveillance des frontières, etc., etc. Donc il y a eu des infrastructures, mais ça répondait aux besoins, à l'orientation stratégique de l'époque. Bon, maintenant les choses ont changé. Il y a la menace terroriste dont la Côte d'Ivoire a été victime. Il y a la porosité de nos frontières avec toutes ces armes qui circulent dans notre espace, partout sur toutes les frontières. Déjà que le ministère des Affaires étrangères françaises, depuis au moins 2 ans, 3 ans, a interdit la zone qui fait frontière avec le Burkina, le Mali, à 50 km déjà, à ses ressortissants. Donc c'est vrai qu'il y a le renseignement où ils nous aident comme ils peuvent, mais les enjeux ont changé et il nous faut prendre de plus en plus de responsabilités. Et sans forcément mettre le plat dans le pied, quand on prend les 5 fonctions stratégiques d'une armée, il y a protéger, il y a intervenir, il y a connaître et anticiper,
mais il y a aussi et surtout dissuader. Voilà. Est-ce que nos infrastructures sont de nature à dissuader, même un système civil qui serait en train de passer? On a cité plein aujourd'hui. Quand vous prenez, je pense que ce sont des sujets qu'on aura à débattre par la suite, quand vous prenez le siège de l'état-major, est-ce que c'est de nature à dissuader? Quand on prend le nouveau camp, où des étages ont poussé, 7e étage, l'habitant qui est là-bas, le temps de surveiller tranquillement tout ce qui se passe dans le nouveau camp, qui est vraiment un des pivots stratégiques de Agban s'est permis une gare de Baka en face, etc., etc. Est-ce que la fonction des dissuasions fait partie de nos dispositifs de défense et de sécurité? Je pense qu'on aura le temps d'en discuter. Oui, gardez le micro. Quand on parle de dissuader, comment on fait la distinction entre dissuader et puis faire peur? Parce que l'armée doit également inspirer confiance. Donc comment l'armée arrive à dissuader sans pour autant effrayer les populations? Faire peur, c'est dans le respect de la déontologie des droits. Dès lors que l'armée respecte les droits de l'homme, dès lors que l'armée n'est pas là pour brutaliser, n'est pas là, c'est ça, le citoyen n'a pas de souci avec son armée. Mais quand même, quand on voit l'armée dans l'imaginaire, il y a des forces qui doivent inspirer crainte. Ça, c'est le rôle de l'armée. Vous voyez aujourd'hui, quand on parle de... Bon, on a fait 10 années de guerre, on a eu le temps entre nous de nous humilier comme on pouvait, d'humilier nos officiers supérieurs, de dire tout ce qu'on pouvait de l'armée ivoirienne, etc., qui aurait trembloté devant des forces traditionnelles, etc., etc. Cela tue une force stratégique de notre armée qui est là de dissuader. Dernièrement, Macron parlait d'influencer. Pour l'armée française, ça joue aussi d'influencer. Mais où est-ce que la Côte d'Ivoire en est avec l'art de la dissuasion? Chacun de nous peut apprécier. Quand on parle de la police, comment on voit la police. Quand on parle de la gendarmerie, comment elle est perçue. Quand on parle de nos militaires, comment ils sont perçus. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a les forces spéciales qui feraient l'unanimité en matière de dissuasion. Si on le reste, chacun de nous a eu le temps de tuer en lui le mythe de la dissuasion que représentent nos forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup, Monsieur Gogua. Il a été question dans l'intervention de Arthur et de Dr Nguessan du terrorisme, de menaces d'aujourd'hui du terrorisme. Est-ce que nos structures et notre armée en général est capable de faire face aujourd'hui à la menace terroriste dans notre sous-région? Déjà, bonsoir à tous. Avant de répondre à la question, j'aimerais revenir un peu sur ce qui a été dit, donner mon point de vue. Parler du point de vue du juriste que je suis. Effectivement, on regarde aujourd'hui nos infrastructures militaires, on voit que les emprises sont bordées par effectivement, comme il a dit, par le commerce, les gens habitent tout autour, etc. Et il a parlé très justement de dissuasion absente. Mais du point de vue juridique, c'est tout autre. Du point de vue juridique, je pense que les infrastructures de défense sont les infrastructures certainement les mieux protégées que toutes les infrastructures qu'il sera amené à traiter aujourd'hui. Protégées en termes de texte ou en termes de... Protégées en termes de dispositifs, parce que, comment dire ça, la protection, c'est d'abord par les textes, c'est d'abord par du droit. Je vais prendre un exemple très concret. On a un service de sécurité, un service de renseignement qui est spécifiquement dédié à la protection des... comment dire ça, c'est le BPSD, qui est le Bureau de protection de la sécurité, de la défense et de la documentation, qui a des missions de contre-ingérence. Croyez-moi, vous pouvez croire que les infrastructures de défense ne sont pas dissuasives de l'extérieur, mais si vous essayez d'y entrer illégalement, vous allez très vite comprendre que vous êtes dans une zone interdite. Il y a également le code pénal qui est très très clair et très ferme en matière et prévoit tout un tas d'infractions, notamment tout ce qui est intrusion illégale, tout ce qui est même responsabilité des soldats en faction. Vous savez, si vous voyez, quand vous passez quand vous voyez les sentinelles qui sont là dans les corridors et tout, etc., en cas de négligence, ces sentinelles-là pourraient avoir... leur responsabilité pénale pourrait être engagée, par exemple. Mais est-ce que dans la pratique, ceux qui passent devant ont cette même crainte? Est-ce qu'ils ont vraiment la crainte et la fierté qu'ils doivent avoir de l'armée avec l'aspect que présentent les camps qui ont été décrits tout à l'heure? Pour la crainte, je ne sais pas, quand on passe. Mais ce que je sais, c'est que si vous entrez, vous aurez des problèmes. Et ce que je peux dire, en plus, c'est que
les premières années du pouvoir en place ont été vraiment marquées par des attaques répétées et incessantes d'emprise militaire. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a des infrastructures, parce que tout commence par la prise de conscience du politique, s'il y a des infrastructures qui sont vraiment surveillées à la loupe dans ce pays, ce sont les infrastructures de défense. D'accord. Et justement, ces infrastructures, est-ce qu'elles sont adéquates pour faire face à la menace terroriste et aux enjeux sécuritaires actuels? Est-ce qu'elles sont adéquates? La question est, à mon avis, la question des bâtiments importe peu dans la stratégie antiterroriste d'un pays. C'est la qualité de la formation qui compte. Et je dirais même que c'est l'organisation également du ministère de la Défense qui compte également. Est-ce qu'aujourd'hui, nos services de renseignement sont suffisamment bien formés? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, sur les théâtres d'opération au Sahel, etc., ces zones grises qui sont le golfe de Guinée au sud et puis le Sahel au nord, est-ce que vous avez des capacités de renseignement tactique sur le terrain pour pouvoir prévenir, et comme le docteur Sylvain Nguessan disait très justement, pour pouvoir connaître, anticiper et prévenir les menaces? J'en doute, mais ce n'est pas une question de bâtiment, c'est vraiment une question de cohérence générale de la stratégie antiterroriste. Le micro a tué. Pour ça, est-ce que vous êtes confiant, confiance en notre armée face aux enjeux sécuritaires actuels? Je pense que l'armée ivoirienne l'a démontré quand même sur ces dernières années. On a l'un des meilleurs résultats sur la lutte contre le terrorisme parce que dans les infrastructures de défense, on parle beaucoup d'adaptation, la capacité de s'adapter et au-delà des infrastructures, dans la structure même de l'armée. On a eu une phase, en fait, on connaît le terrorisme, nous, en Côte d'Ivoire, depuis peu. Hein. On a eu une première attaque en 2016, on a eu une série d'attaques entre 2020 et 2021, mais vous voyez que dans cette série d'attaques, à part la première attaque sur Kafolo, il y a eu quand même de la réaction parce qu'on a su adapter, création des zones opérationnelles nord pour renforcer la présence des militaires dans cette zone avec des états-majors, un état-major principal, mais deux sous-états-majors côté est et côté ouest de la frontière qui ont permis d'avoir une présence militaire. Cette présence militaire est d'abord, comme on parle beaucoup, est d'abord déjà dissuasive. Ça, c'est très important. Il y a une deuxième chose qui se passe, c'est que en cas d'attaque, il y a eu quand même une tentative de prendre, après une base isolée et pas bien surveillée, la première base qui a été, le premier détachement, je ne dirais même pas de base à Kafolo, ils ont tenté de prendre la base principale qui a été installée à Kafolo. Et là, il y a eu de la réaction. Il y a eu des réactions importantes, ce qui a montré qu'on a su réagir. On a su réagir et ça, vous voyez que depuis un certain moment, on n'a plus d'attaque frontale. Alors que quand vous regardez les actualités aujourd'hui, vous voyez tel camp militaire au Mali, au Burkina a été pris, a été occupé. Voilà. Et même au début, dans les années 2014, 2015, 2016, on le voyait. Ça veut dire quand même qu'on a su réagir. On a su réagir, ça c'est important. Et au-delà de la dérision, il y a ce qui se passe en amont. Comme on a essayé de répondre, comme on a essayé de renforcer notre capacité de renseignement avec des capacités techniques intéressantes, souvent on réussissait à capter des informations, à capter des écoutes. On a progressé, ça c'est une chose qui est sûre. Maintenant, est-ce qu'on a l'assurance tout risque? Non, naturellement. Il faut rester toujours dans la vigilance, il faut rester toujours dans la transformation, parce que là aujourd'hui, les groupes, après avoir tenté frontalement sans succès, vont développer d'autres façons d'être présents. Ils vont tenter par exemple par le commerce, par des activités illicites, par de la présence auprès des populations. C'est pour ça d'ailleurs que la lutte contre le terrorisme, ça ne peut pas être exclusivement militaire. Il faut aussi répondre à d'autres problèmes. Le deuxième souci qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est justement nos partenaires, nos voisins, parce qu'aujourd'hui on est plus voisins que partenaires quand même, il faut bien le reconnaître. Nos voisins qui, d'abord,
eux-mêmes n'arrivent pas à être un verrou, parce qu'on voit aujourd'hui qu'ils sont vraiment mis en difficulté, et donc dans ces conditions-là, ça accroît la menace. Et puis deuxième chose, le fait que, voilà, pour être gentil comme Sylvain, notre partenariat ne fonctionne plus aussi bien qu'il y a quelques années, parce que ce soit en échange de renseignements ou en manœuvre commune, on le fait de moins en moins. Et donc là, ça peut avoir un problème sur notre capacité dans l'avenir. Donc, pour me résumer, globalement, on fait bonne figure. On a fait bonne figure jusque-là. Mais attention, il faut rester toujours concentré. Il faut rester toujours à travailler sur ces efforts, à renforcer. Je pense qu'on a quand même des éléments de faiblesse. Le premier élément de faiblesse, c'est notre capacité de mobilité. Voilà, comment, s'il y a une attaque dans certains coins du nord de la Côte d'Ivoire, je peux vous garantir que même en 2 heures, on ne pourra pas y être. Par rapport, justement, c'est le lien, j'allais en parler, entre infrastructure de défense et infrastructure tout court. Parce que si l'armée doit se projeter dans une zone qu'il n'y a pas de route, vous voyez qu'elle ne peut pas être là efficacement. Et d'ailleurs, quand les routes sont ralenties, elle va tomber plus facilement dans une embuscade de l'ennemi. Voilà. Et donc ça, ce sont des questions. Il ne faut pas éloigner les infrastructures de défense des infrastructures tout court. Parce qu'on doit se projeter. Si on a des zones où on ne peut pas héliporter des gens, hein, alors qu'on a une unité héliportée, on ne pourra rien faire. Donc ça aussi, il faut mettre l'accent sur dans ces zones-là, sur les infrastructures tout court, pour permettre à l'armée de se projeter. Donc je pense qu'en termes de mobilité, et puis en termes de protection de nos soldats, parce que les véhicules qu'on utilise pour se projeter aujourd'hui sont souvent des véhicules civils légèrement adaptés. Un temps, on avait des VLRA qui sont tous en prison, au garage aujourd'hui. On manque de blindés légers qui peuvent nous permettre de nous projeter sans, par exemple, en ayant plus de résistance aux EI, qui sont les petites bombes que les terroristes fabriquent. Donc il y a quand même des marges de projection, hein, sur lesquelles on doit pouvoir travailler pour maintenir cette efficacité. Dr. Nguessan, sur la même question, sur l'adaptation de notre système de défense, de nos infrastructures aux besoins actuels, notamment menaces terroristes. Oui, tu fais bien d'en parler. Infrastructure civile, infrastructure militaire, dans notre pays, la différence n'est pas trop grande, puisque le militaire exploite, si on prend Abidjan, nous sommes à côté de la présidence, on a les 2 ponts qui permettent d'accéder à l'aéroport, etc., etc. On ne le souhaite pas, mais s'il y a quelque chose, une attaque d'envergure au port et à l'aéroport, que les 3 ponts sont bloqués, vous voyez que le militaire, ça sera peut-être par petite vague sur la lagune qu'on va y arriver. Donc le développement des infrastructures, disons civiles, aujourd'hui l'autoroute, etc., etc., ça permet quand même une certaine mobilité. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer nos outils de mobilité à ceux de la France par exemple, parce que bon, c'est le jour et la nuit, mais quand même aujourd'hui on peut arriver à Abidjan, les suicidaires peuvent arriver à Moussou à 1h30. Voilà. Donc à partir du Boaké aussi, comme il y a des bases mobiles, des forces spéciales, etc., un peu partout, il peut y avoir un rapprochement ou alors un appui aux forces qui sont attaquées dans certaines parties de la Côte d'Ivoire. Surtout qu'on sait que ces forces sont assez mobiles. Il y a eu des attaques un peu partout, même si l'autorité n'en a pas fait des attaques terroristes. Donc il y a ce côté-là, force infrastructure civile, infrastructure militaire, et aussi nos engins de mobilité. Je voudrais peut-être revenir sur un élément dont parlait Google tout à l'heure, avant de revenir à votre question. L'armée a 5 fonctions stratégiques. Macron essaie d'ajouter 6e, c'est pas ça a été validé, la discussion influencée. Sinon les 5, il y a connaître et anticiper. Il faut connaître pour anticiper. Ensuite, il y a prévenir, donc le renseignement, tout ça. Il y a dissuader, il y a intervenir et à protéger. L'intervention diffère de la dissuasion, même si l'intervention peut être un moyen de dissuader. Voilà, la capacité de réagir, comme tu l'as dit quand il y a eu les attaques de Kafolo de Teini, où nos gars, en moins de 2 semaines, sont allés dans les forêts de Guitry pour arrêter, bon, je ne sais pas si on doit en parler ici, pour arrêter les gens. Là, la capacité d'intervenir est une force de dissuasion. C'est le monsieur qui l'a tapé comme ça, puis sa réaction, tu as couché. Voilà, c'est une façon de dissuader. Mais il y a aussi le site même qui est dissuasif. Comme quand on voyait les grandes écoles d'Yab Sokro, peut-être il y a 20 ans, bon, aujourd'hui tout le monde a voyagé, donc bon, il y a 20 ans qu'on n'était pas encore sorti de la Côte d'Ivoire, quand vous voyez les grandes écoles d'Yab Sokro, vraiment, ça dissuade. Ça dit, ce sont des tueurs qui sont ici pour étudier, ceux-là n'ont aucune raison d'échouer. Donc, moi, ministre de la Défense, enfin, ça faisait partie de la loi de programmation militaire, non? Le déplacement de l'état-major, parce que
Quand il y a eu l'attaque de Kafolo, je vais en parler, ceux qui ont été éliminés dans le Nord, certains dans leur téléphone, il y avait des prises de l'état-major. Tout le monde passe là. Vendeur d'arachides, le gars peut se transformer en vendeur de thé qu'on rencontre partout, qui a arrêté devant le ministère de la Défense. En France, jusqu'à une date récente, je ne sais pas si ça continue, mais c'était interdit de prendre des photos devant des sites militaires à titre dissuasif. Pas parce que vous pourriez faire quelque chose, mais c'est une manière d'apporter la dissuasion, pays des droits de l'homme. Voilà, donc il faudra mettre une différence entre... La gare de Baka fait quoi devant le camp Abba? Tous ces bâtiments qui ont poussé 7 étages. Moi, président, je les vide, je loge des colonels. Pourquoi des civils devraient suivre au quotidien ce que les militaires font? Qu'est-ce qu'on fait de la dissuasion? Voilà, c'est de ça que je voudrais parler. Donc les infrastructures, bon, je serais un peu plus positif, plus optimiste qu'Arthur pour cette fois, parce que le Nord, quand même, il y a beaucoup de voix aujourd'hui. J'ai des amis qui sont sur des projets qui disent continuellement, on rencontre des chars, on rencontre des forces de défense dans des voitures. Bon, c'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais en termes de dissuasion quand même, quand ceux qui descendent de la bande sahélienne, quand ils voient ça, bon, comparaison n'est pas raison, mais ils n'ont pas l'habitude de voir ça dans le centre du Mali, dans le nord du Mali. Donc voir cela, quand même, ça les dissuade de certaines choses. Ils sont dissuadés de certaines choses. Encore une fois de plus, la faiblesse structurelle dans la bande sahélienne a fait que la frontière du Burkina et du Mali sont devenues des passoires. Le sud du Mali, ce n'est pas un secret aujourd'hui, c'est occupé des villages entiers occupés par des terroristes. Le sud du Burkina, c'est la même chose. Donc on se regarde en chaîne de faïence. La forêt du Banco, le parc de la Comoué, tu as fait une étude sur ça justement, qui est des zones. C'est vrai qu'on a confié à des groupes d'énervement avec le renseignement américain, le renseignement français, mais puis le Mali, la Côte d'Ivoire en saison sèche, c'est quand même 317 pistes. 317 pistes, on ne peut pas suivre ça avec des militaires. C'est vrai que les satellites américains, français nous aident, mais bon, donc voici le contexte, le risque zéro, il n'existe pas. La Côte d'Ivoire a déployé des grands moyens. Il a fait bien d'en parler également, ce n'est pas seulement le tout militaire. Le PS Gouv 2 qui est en place actuellement, c'est près de 3 milliards, 2 milliards 800, je crois 13 millions. Il y a eu le fonds de la BAD, 7 milliards, je ne sais pas si c'est disponible. Jusque-là, mais la BAD de la Côte d'Ivoire, 7 milliards pour ce genre de projet-là. Sans oublier le PSC, on passe de PS Gouv 2, c'est qu'il y a eu PS Gouv 1. Donc il y a un ensemble de mesures de sorte à empêcher que les jeunes soient des proies faciles de ces mouvements terroristes-là. Mais encore une fois de plus, le risque zéro, il n'existe pas. Merci beaucoup. Vous aviez évoqué la difficulté avec des relations avec nos pays voisins ou partenaires, ça dépend de comment on le voit. Mais quelle pourrait être l'incidence de ces mouvements, de ces coups d'État, de cette insécurité que l'on a dans ces différents pays, notamment le Mali, le Burkina, la Guinée aussi, où il y a eu un coup d'État. Ces pays qui sont au front, véritablement, vis-à-vis du terrorisme. Et tout ce qui se passe là-bas aujourd'hui, quelle est l'incidence en fait de tout ça, ou quelle pourrait être l'incidence sur nous, la qualité de la sécurité en Côte d'Ivoire? Je pense que comme il a été dit précédemment, le plus important, ce que je vois tout de suite, c'est le déficit en termes de renseignement. Parce que lorsque vous avez des pays voisins, les grandes nations, la sécurité intérieure des grandes nations commence dans les pays voisins. C'est-à-dire que les États-Unis considèrent que leur sécurité commence au Mexique ou au Canada, etc. Pareillement pour nous, ce qui se passe, et quand même on regarde notre histoire récente, 2002, etc., on comprend bien que ce qui se fait dans les pays voisins a une incidence immédiate sur notre sécurité. Et donc aujourd'hui, en matière de terrorisme, le principal problème, c'est, comme je disais tout à l'heure, ce déficit de renseignement-là. C'est-à-dire que lorsque vous aviez, par exemple, Ibeka qui était président au Mali, lorsque vous aviez Christian Kaboré qui était président au Burkina, c'était beaucoup plus simple d'échanger le peu de renseignements qu'on arrivait à glaner entre nous, alimentés en grande partie par la France et tout, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a cette capacité d'anticiper et de connaître là, dont je parlais tout à l'heure, dont le docteur Sylvain Nguessan parlait, elle est quelque part un peu mise à mal. Après, pour revenir sur ce que je disais précédemment, j'essayais d'expliquer que si les infrastructures de défense, de mon point de vue, la sécurité des infrastructures de défense peut être améliorée et tout en Côte d'Ivoire, comme il a été dit, le risque zéro n'existe pas. Il existe des infrastructures qui sont encore moins protégées que les infrastructures de défense. Et alors que
On a vu, il y a eu une attaque de la base militaire d'Ndotré en avril 2021, etc. Il y a eu une réaction. La brigade de gendarmerie de Kolobougou, il y a eu également une réaction, etc. Mais aujourd'hui, ce sont nos infrastructures critiques qui sont les plus vulnérables de mon point de vue. Parce que, malheureusement, la réaction au niveau politique se fait toujours tardivement. On attend qu'il y ait un problème, on attend qu'il y ait un fait marquant pour se rendre compte qu'il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont vulnérables. Là où, pour une infrastructure militaire, vous avez de toute façon des militaires en faction et tout, qui peuvent réagir, quand il s'agit du port, quand il s'agit des centrales électriques, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Donc, prévenir, sécuriser ces infrastructures-là aujourd'hui fait partie des talons d'Achille de la sécurité ivoirienne dans la mesure où c'est en 2021 qu'on a commencé à faire l'inventaire même de ces infrastructures critiques-là. Alors que les terroristes et le terrorisme s'en prend de plus en plus, ces infrastructures critiques-là constituent des cibles de plus en plus privilégiées. Donc il nous faut aller beaucoup plus rapidement, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. D'accord. Peut-être le micro as-tu, Banga, juste avant de passer le micro au public, sur la même question, l'incidence des situations dans la sous-région sur la qualité de la sécurité. Naturellement, je suis d'accord avec lui quand il dit que ta sécurité dépend en partie de ta relation, de ce qui se passe chez ton voisin. D'ailleurs, que ce soit les attentats de Bassam, que ce soit les attentats de Bassam préparés à partir du Mali ou ceux de Kafolo préparés à partir du Burkina, on voit très bien que là où on était touché, c'était des choses qui ont été préparées chez les voisins. Et aujourd'hui, même si Sylvain est gentil, qui veut encore conserver le thème partenaire, il faut bien comprendre qu'avec le Mali et le Burkina, aujourd'hui avec le Niger en plus, on est plus voisins que partenaires. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans la collaboration, du point de vue du renseignement, déjà, c'est compliqué. Ensuite, ça signifie que tous les exercices conjoints, parce que pour jouer ensemble, il faut vous entraîner ensemble. Et donc, on ne s'entraîne plus ensemble. Et puis encore, on ne joue plus ensemble. Pendant Kafolo, on a eu des opérations communes, Komoé, Tourbillon, qui ont été faites avec l'armée burkinabé. On a même, dans l'idée de renforcer notre coopération avec l'armée burkinabé, on a même fait passer quelques blindés légers à l'armée burkinabé. Mais aujourd'hui, tout ça ne marche plus. Et les plus grands gagnants, d'abord, c'est les groupes terroristes, parce qu'eux, finalement, ils n'ont pas de frontières. Eux, ils n'ont pas de limites. Ils ne se donnent pas les mêmes limites que nous. Ils collaborent entre les différentes sections, même si de plus en plus, entre le JS et le JNIM, il y a une bataille fratricide. Mais, clairement, le fait que les coups d'État emmènent des régimes qui ne sont pas légaux et qui refusent de respecter les tests communs, mettent à mal notre coopération et mettent en danger la sécurité, mais la sécurité de toute la sous-région. D'accord, très bien. Merci beaucoup. À moins que Dr Nguessan devait réagir sur ce point, on va passer peut-être la parole. Voilà, donc on va passer à vos réactions. Si vous avez des points à apporter, des questions à poser à nos différents panélistes. Est-ce qu'on a un micro dans la salle ou on prendra l'un des micros ici? Ok. N'hésitez pas à vous présenter et puis à poser directement vos questions. Bonjour, donc je m'appelle Ange Boyou, je suis plutôt analyste financier et intéressé par la politique à mes heures perdues. C'est d'abord une observation et puis deux questions qui en découlent. Pour moi, et si je me rappelle de mes vieux cours, la stratégie et l'infrastructure militaire, elles dépendent de choix stratégiques qui dépendent de choix tactiques sur le terrain. Les choix tactiques qui vont être résumés en sorte de trois paradigmes: le mouvement, le feu, les fortifications. On va voir aujourd'hui que sur ce qui se passe avec les États sahéliens, on a des groupes terroristes qui sont très mobiles, qui obligent à penser à être très réactifs à chaque fois qu'il y a des difficultés et justement à être présents très rapidement sur les théâtres d'opération. C'est de savoir aujourd'hui, en même temps qu'on a ces groupes qui sont les plus menaçants, à côté de ça, des tensions avec les voisins qui, eux, sont plutôt sur des armées régulières, quel choix s'opère en fait pour
nos gouvernements, est-ce qu'on privilégie le mouvement ou on se dit quand même qu'il faut des fortifications, des bases militaires qui soient présentes et soient capables de nous protéger vis-à-vis de nos voisins. Et puis la deuxième question, c'est de savoir, lorsqu'on a des effets pervers d'activités criminelles à l'intérieur de nos territoires. Je vais penser à l'orpaillage sauvage, ou je vais penser par exemple à la piraterie qu'on a pu avoir dans le golfe de Guinée, ou à tout ce qui peut être vol de bétail, etc. On voit qu'il y a des activités qui peuvent relever d'un contrôle plutôt de la police, mais qui pourtant ont des conséquences sur peut-être notre armée et sur la défense, et donc de savoir est-ce que l'armée se retrouve avec des rôles étendus. Je pense un peu par exemple à la SODEFOR qui va être responsable d'aller vérifier ce qui se passe dans les forêts, et donc qui je crois qui est dépendante du secteur militaire. Lorsqu'on va parler de la marine, également pareil. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui le choix par nos gouvernants s'opère pour ces activités-là même qui peuvent être dépendantes directement de l'armée plutôt que de la police? Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez rappeler votre nom, s'il vous plaît? Ange Boyou. Ange Bouyou. D'accord, on va prendre s'il y a d'autres questions. Rebonjour aux panélistes, excusez-moi. Bon, là, je vais emprunter un terme au vocabulaire militaire. Ils nous disent très souvent savoir pour prévoir afin de pouvoir. Tout à l'heure, un des panélistes a parlé de la formation. Est-ce que les cours, par exemple, je prends un exemple, les cours capitaines, les cours d'état-major, est-ce que c'est en phase avec la situation que nous vivons actuellement? Est-ce que les cours capitaines, les cours d'état-major, c'est-à-dire les officiers subalternes, les officiers supérieurs, même officiers généraux, est-ce qu'ils sont outillés à faire face à ceux dont on parle en ce moment? Merci beaucoup. Est-ce qu'ils sont bien formés? C'est surtout ça? Une irritation de la gorge. Ok. Je suis Henri Kouassi, je suis journaliste. Tout à l'heure, le procès Banga a dit que la collaboration entre la Côte d'Ivoire avec les armées du Niger, du Burkina et du Mali sont suspendues. Bon, on veut savoir pourquoi. Et est-ce que nous, le fait de couper avec eux, est-ce que nous, on en tire profit? Parce que moi, j'ai fouillé un peu sur Internet, j'ai vu que l'Allemagne continue sa collaboration avec le Burkina. L'Allemagne a même fait un don de véhicules militaires au Burkina. Moi, je suis un peu surpris, comme on me dit que non, la Côte d'Ivoire est en train de couper ses relations avec nos voisins sahéliens. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par... Bon, vas-y. Oui. Sur la suspension de la collaboration avec les pays sahéliens, sur la qualité de la formation, sur le choix des opérations armées ou de police, sur le fait de privilégier soit des bases ou des opérations mobiles, c'est bien ça? Très bien. Aujourd'hui, de mon point de vue, tout est privilégié. Tout est privilégié dans la mesure où on a dans nos forces armées l'ensemble de ces capacités-là. Les forces spéciales sont censées être des forces qui interviennent sur des théâtres difficiles, en mouvement, sont formées à tout ce qui est contre-insurrection, à tout ce qui est technique de guérilla, etc., etc. Et on a des bataillons d'infanterie qui sont beaucoup plus classiques, je dirais traditionnels, qui interviennent de manière, voilà, je vais dire, dans un mode de conflictualité d'armée régulière à armée régulière. Sur la question de... Est-ce qu'on a de plus en plus de ce genre de confrontation d'armée régulière à armée régulière? Est-ce que le rôle de l'armée n'est pas en train d'évoluer parce qu'il est très peu probable, par exemple, qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'engage dans une guerre contre ses pays voisins ou des pays tiers? Quand on planifie l'état de la menace,
Bien évidemment, il y a des menaces qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. La menace terroriste, personne ne viendra dire la banaliser. On sait tous qu'aujourd'hui, les groupes terroristes et tout pilule et que la Côte d'Ivoire est menacée même par les dirigeants de ces groupes-là. Mais, et on l'a vu avec le ressurgissement de la guerre sur nos écrans, c'est-à-dire en Ukraine, etc., même si la guerre n'a jamais vraiment quitté. En Éthiopie, il y a eu cette guerre civile-là qui continue d'une manière ou d'une autre, avec le Tigré notamment. La guerre de haute intensité continue à être le scénario privilégié. Pourquoi? Parce que quand vous prenez notamment la loi de programmation militaire, la première des menaces, après la menace terroriste, c'est l'émergence de nouveaux pôles de puissance. Et comme on voit dans notre continent, dans notre sous-région, les pouvoirs changent. Ce qui est un partenaire aujourd'hui peut devenir un adversaire potentiellement le jour qui suit. Voilà, donc ce scénario d'une guerre de haute intensité contre un pays voisin n'est jamais écarté par les états-majors. Il faut que je donne la parole également. Okay. Je réponds à toutes les questions. Sur le rôle de l'armée, il demandait quels étaient en gros l'arbitrage qui était fait, est-ce que entre le rôle de l'armée, la gendarmerie notamment contre tout ce qui est orpaillage clandestin, piraterie, etc. En Côte d'Ivoire, l'armée nationale, et ça c'est un point de désaccord que j'ai de toute façon, c'est dans la communauté des chercheurs, c'est en débat, l'armée nationale est fascie entre un spectre de mission qui est particulièrement large. Quand on approche des fêtes de fin d'année, par exemple, on voit tous à la télévision que les forces armées participent aux missions de sécurité publique, de sécurisation des fêtes de fin d'année, etc. Alors qu'on sait très bien que l'usage des forces armées sur le territoire national, et ça c'est le principe, doit être réduit au strict nécessaire. Ce sont les forces publiques, les forces d'application de la loi que sont la police et la gendarmerie pour tout ce qui est normalement orpaillage clandestin et tout, etc., qui doivent pouvoir intervenir. Parce que l'armée n'est pas formée pour faire de la police ou du maintien de l'ordre. Voilà, l'armée est là pour partir en guerre, c'est ça son rôle. Et lorsque vous devez gérer... Il y a quelqu'un qui disait très justement, le gendarme et le policier, par exemple, quand dans une opération de maintien de l'ordre, c'est garder son calme quand il reçoit, par exemple, des projectiles, le militaire qui est formé pour avoir en face de lui un autre militaire et pour, disons les choses clairement, donner la mort, il a moins de sang-froid quand il est pris à partie. Il y a un épisode qui est la descente du FIRPAC dans les cités universitaires de Yopougon dans les années 90 qui a laissé un très mauvais souvenir. À la suite de cette descente-là, il y a eu tellement d'exactions que les autorités politiques et militaires ont résolu de faire en sorte que le militaire intervienne de moins en moins. Mais force est de constater que le militaire continue à exercer des missions de police qui, pour moi, est un vrai problème. Ok, ouais, non, la formation, elle est adaptée naturellement. Voilà. Comme dans toutes les universités, dans tout secteur de formation, il y a une formation classique, parce que tout militaire doit savoir faire un minimum qui est quasi intemporel. Mais après ça, l'idée, c'est d'employer des gens. Et tu ne vas pas employer des gens en ignorant l'évolution de l'environnement. Donc, si la formation elle est adaptée, encore que ce qu'on a aujourd'hui n'est pas tout à fait nouveau. Je veux dire, l'insurrection, la contre-insurrection qu'utilisent aujourd'hui les groupes armés terroristes dans certains cas, elle est aussi vieille que la guerre elle-même. Hein, c'est un peu du David contre Goliath. Ça a toujours existé de cette façon-là. Et même, à un certain moment, on peut partir sur une activité de contre-insurrection, c'est-à-dire des gens viennent attaquer un char à 50. Au bout d'un moment, quand vous réveillez, ça devient un combat classique. Donc, les choses sont faites de façon à pouvoir évoluer. Aujourd'hui, par exemple, dans le commandement,
sachant que la menace terroriste est une menace qui implique aussi une grande partie des populations. Dans le commandement, on essaie de travailler, demander à nos officiers de travailler par exemple avec les leaders communautaires, les leaders religieux, les leaders de jeunesse. Ça, c'est des modules qu'on fait de plus en plus. Et de toute façon, à partir de l'école de guerre, on ne forme plus le militaire que pour du militaire. On suppose qu'il aura un niveau où la vision ne peut plus être uniquement militaire, elle doit être aussi civile, elle doit être géopolitique, elle doit être sociologique. Et donc tout ça, ça évolue dans la formation de nos soldats. Ouais, il a dit fortification, mouvement, les deux. Il a assez bien répondu dessus. La limite entre sécurité et défense, de plus en plus, en se disant que la défense, c'est protéger les frontières du pays, et la sécurité, c'est assurer le bien-être à l'intérieur du pays. C'est une limite qui existe de moins en moins. Voilà. Parce que si un groupe terroriste qui s'est entraîné... non, c'est avantageux, ça s'impose même. Parce que la menace elle-même évolue. Voilà. Le bandit du quartier, évidemment, tu ne vas pas te mettre un militaire là-dessus. On va tout de suite appeler un policier. Mais si un groupe terroriste réussit à s'infiltrer dans une ville, ils auront des techniques de combat qui vont dépasser le policier classique. Voilà. Et donc, la frontière aujourd'hui est différente, même s'il y a des principes. C'est-à-dire, par exemple, sur l'orpaillage, de façon classique, c'est la gendarmerie qui va intervenir en premier sur l'orpaillage. Voilà. Maintenant, si on voit que dans l'enquête ou dans le lien, dans la manœuvre, on voit que derrière, en fait, c'est un groupe d'orpailleurs qui lui-même est lié à un groupe terroriste, qui lui-même est venu le renforcer, naturellement, on va faire monter le niveau d'intervention. Et même pour le maintien de l'ordre, vous allez voir s'il y a une manifestation, tout de suite, ils sont en ville, vous verrez d'abord des policiers. Ensuite, des gendarmes, mais des gendarmes de la départementale en général. Ensuite, des gendarmes de la mobile. Et plus tard, des militaires qui vont arriver. Si la guerre commence, une guerre classique, si les militaires se font déborder ou ont des difficultés, on ne va pas dire aux gendarmes, dormez chez vous parce que vous êtes gendarmes. Au bout d'un moment, eux, ils vont monter pour pouvoir appuyer les militaires. Les policiers à leur tour vont monter. Et puis, tous ceux qui ont une petite formation vont être mobilisés jusqu'à ce qu'on vienne mobiliser dans la réserve civile. Voilà, donc la frontière est poreuse et les missions elles-mêmes le prévoient. On prévoit qu'à partir d'un certain niveau, on va faire appel à telle ou telle autre force. D'ailleurs, c'est la particularité de la gendarmerie qui, justement, s'apprête à faire les deux. Les gendarmes, ils font à la fois du maintien de l'ordre, de la police judiciaire, mais ils s'apprêtent aussi à faire de l'opération militaire. Bon, je crois que tout a été dit. Hein? Peut-être avec Ange, les forces spéciales, leur base c'est à Boisseau et Grabo. Voilà, donc c'est la fortification, mais il y a la rotation pour assurer la mobilité. Je ne sais pas combien de temps ça dure, maintenant peut-être 3 mois, 2 mois, avec des bases qui se déplacent en fonction du renseignement, en fonction des informations qui leur parviennent. Donc de toute façon, toute armée a toujours fonctionné comme ça. Il faut toujours une base pour... Voilà. Et surtout qu'aujourd'hui, les terroristes sont aussi bien informés. Dès lors qu'il y a une base qui reçoit, une base mobile qui reçoit un grand arsenal en termes d'équipement militaire, aussitôt il est attaqué. Voilà, donc ce sont des choses qui sont assez mobiles, n'empêche que le bastion, la citadelle est un peu plus en retrait. Donc c'était ça. Ensuite, quelqu'un veut... Quelle autre question? Bon, tu as bien répondu à la question des militaires qui ne sont pas forcément aux frontières, parce que la menace n'est plus aux frontières. Avant, la menace pour les militaires, c'était une guerre classique entre 2 États. Donc le premier point de rencontre, c'était la frontière, mais maintenant, ce n'est plus ça. Guerre entre États, c'est vrai que l'Ukraine et la Russie se tirent dessus depuis un certain moment, mais ce genre de conflit-là, c'est un peu rare maintenant. Maintenant, tu n'as pas répondu à sa question sur la rupture des relations militaires. La rupture, oui. Non, ce n'est pas une rupture matérialisée, c'est une rupture de fait. Voilà. Pour collaborer, pour coopérer ensemble, il faut un minimum de confiance. Et le minimum de confiance aujourd'hui n'existe pas. Il ne faut pas se voiler la face, il n'existe pas. Voilà. Parce qu'il y a des divergences politiques, parce qu'il y a des divergences d'orientation. Naturellement, on aurait tous préféré que ça fonctionne, mais pour que ça fonctionne, il faut qu'on respecte au moins le minimum de règles communes qu'on se donne. Voilà. Si on ne respecte pas les règles communes qu'on se donne, et qu'en plus, certains voient dans l'autre, il y a la méfiance entre les uns et les autres, quand vous prenez en otage pendant
près de 3 mois, 49 de mes soldats, je réfléchis par 2 fois avant de faire une opération commune avec vous. C'est naturel, c'est normal. Voilà. Même dans les écoles militaires, on n'en voit plus. Moi, je suis à l'école de guerre, on a toujours reçu des officiers maliens, des officiers burkinabés, des officiers nigériens. L'année passée, on n'avait pas de Maliens, on n'avait pas de Burkinabés. Donc cette année, je suis presque sûr qu'on n'aura pas de Nigériens. Mais c'est la même chose, on envoyait des militaires à chaque fois là-bas en formation. Mais je vais vous assurer que quand on reçoit une aide d'une école malienne pour amener des soldats, tout le monde rigole, on ne va pas le faire. Voilà. Malheureusement, maintenant, il faut qu'on arrive à baisser la tension, à retrouver des valeurs communes. Mais je pense que les valeurs communes, elles sont sûres. Il y a juste un groupe qui ne l'applique pas, il faut qu'il les applique, c'est tout. Justement, sur cette question, on a entendu parler d'une alliance du Sahel entre le Burkina, le Niger et le Mali. Est-ce que pour vous, c'est une bonne démarche ou c'est une démarche qui va compliquer la coopération avec la CEDEAO et les pays qui les font? D'abord, pour moi, c'est une démarche mornée, parce que c'est une alliance entre 3 personnes ou 3 États qui ont eux-mêmes du mal, je ne vois pas comment. Mais voilà, pour moi, il y avait déjà des mécanismes de collaboration. Il ne faut pas se tromper, il y a une nécessité, je l'ai dit, il y a une nécessité pour nous tous de coopérer sur la lutte contre le terrorisme. Ce n'est même pas une nécessité, c'est une obligation. Parce que les mêmes groupes se retrouvent sur nos espaces. Voilà. Mais la façon dont l'AES est construite, je ne pense pas qu'elle réponde vraiment à cet objectif-là. Elle répond à un autre objectif qui est clair, qui est celui d'un soutien entre 3 régimes d'exception. Et le mot est gentil, j'ai décidé d'être plus calme, plus gentil aujourd'hui. Hein, et voilà. Et donc, c'est pas d'abord comment c'est né, ensuite quels moyens ils ont aujourd'hui. Voilà. Tout ça fait que, pour moi, c'est mort-né et ils le savent de toute façon. On a des mécanismes réels, on a des mécanismes sérieux qui sont à la fois dans la CEDEAO, à la fois dans des mécanismes bilatéraux. Quand la Côte d'Ivoire et le Burkina faisaient les opérations Comoé, les opérations Tourbillon, voilà, on n'avait pas besoin de venir dire qu'on signait un accord et tout ça. On a l'initiative d'Accra qui normalement réunit certains pays. On a une organisation commune qui est la CEDEAO. On a une sécurité collective qui est en marche. Il y a déjà des outils supplémentaires qui sont créés, ils sont juste créés parce que les gens ne veulent pas respecter les conditions pour entrer dans la sécurité collective qu'on s'est donné tous, quoi, voilà. Et donc pour moi, ça aurait été intéressant si ça avait été construit dans un autre environnement, avec une vision claire, dans un autre contexte, avec la collaboration et l'appui de toute la sous-région. En ce moment-là, oui, c'est les choses qu'on revendique depuis. Voilà. Mais sous cette forme-là, je n'y crois pas trop. Vous gardez le micro en même temps pour votre mot de fin, mais ce serait bien de rebondir sur les priorités d'aujourd'hui. À votre avis, comment on pourrait avoir un système beaucoup plus efficace, donc on me dit. Il y a quelqu'un qui insiste ou... D'accord. Allez-y, votre question. Ah, il y en a 2. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ayekin Yapi de Spectrum Group. Nous accompagnons les entreprises dans la transformation digitale. Bon, j'avais 2 questions, mais bon, vu que le temps est réduit, je vais poser une. Ma question, c'était de savoir comment vous percevez la construction des bâtiments civils autour des bâtiments militaires. Moi, j'ai longtemps vécu à Akwedo, mes parents sont encore à Akwedo. Et depuis chez nous, par exemple, on arrivait à voir la poudrière d'Akwedo. Et aujourd'hui, quand vous partez là-bas, dans cette zone d'Akwedo-là, vous allez voir qu'il y a de nouveaux bâtiments qui sont créés, qui sont construits. Et ces bâtiments-là sont vraiment très hauts par rapport aux bâtiments militaires. Alors, pour avoir travaillé avec le ministère de la Construction, je sais que la construction d'un bâtiment, même civil, suit en fait un certain process et donne droit à certains permis. Donc moi, je suis choqué de constater que ces bâtiments civils sont construits et je suppose que ça respecte les normes. Tout le monde passe, on voit les bâtiments et les bâtiments supplombent les bâtiments militaires. Et je ne sais pas s'il y a une stratégie, mais ma question c'est vraiment quelle est votre impression face à ce phénomène-là et est-ce que vous avez des idées sur pourquoi ça se fait? Voilà. Je ne sais pas si je peux poser rapidement ma deuxième question. C'était pour Dr Gogwa. Dans son intervention, le modérateur lui avait demandé
comment ils percevaient les infrastructures qu'ils pensaient être vulnérables. Et Dr Gogo a dit non, que pour lui, ce n'était pas ça la question. La question, c'était par exemple la formation. Au moins, dans mon entendement, un bâtiment, une infrastructure militaire, déjà à la vue d'œil, elle est un peu dissuasive. Or, actuellement, pour ce que je vois, j'ai l'impression que nos bâtiments, comme il a dit, c'est vraiment l'héritage de la décolonisation, mais c'est resté tel. Il y a plein de bâtiments, ça n'a pas vraiment évolué, c'est vraiment réduit. C'est vraiment réduit vraiment à faire de la peinture peut-être lors des indépendances. Merci beaucoup. Donc c'est surtout sur les bâtiments. Sur les infrastructures. Finalement, on a 3 personnes. C'est l'Alliance du Sahel finalement. Ce sont les 3 dernières questions. Oui, merci. Michel Daré, économiste, ancien journaliste Jeune Afrique. Voilà. Je voudrais poser une question au professeur Arthur Bonga. Déjà, aujourd'hui, la façon de mener la guerre a beaucoup évolué, a beaucoup changé, parce qu'aujourd'hui, on est en situation de terrorisme. Et donc, l'ennemi est invisible, en fait. On doit combattre contre un ennemi invisible. Et j'allais demander au professeur comment est-ce que la doctrine militaire de nos États, et puisqu'on est en Côte d'Ivoire, on va se limiter à la Côte d'Ivoire, comment est-ce que la doctrine militaire de la Côte d'Ivoire a évolué pour faire face à cette nouvelle façon de faire la guerre-là? Et comment est-ce qu'il apprécie l'évolution de la doctrine militaire de notre pays? Et entre-temps, si doctrine militaire il y a, est-ce que même d'abord, est-ce que notre pays, est-ce que nos pays ont une doctrine militaire? Merci. Il y avait une dernière personne. Bonsoir à tous. Je suis Blokome Kwasi, entrepreneur dans le BTP. Moi, j'ai une question qui est assez simple. Au niveau du budget de la loi Finance 2023, pour le ministère de la Défense, nous sommes à 413 milliards 788 millions. Pour celui de l'Intérieur et de la Sécurité, nous sommes à 642 milliards 356 millions. Donc on tourne autour de 1000 milliards. Et les prévisions de 2024, c'est qu'on aura 20% à peu près d'augmentation du budget. Est-ce que ces 1000 milliards et plus là, ça suffit ou ça ne suffit pas? Parce que ce que j'entends là, c'est qu'on parle de décolonisation, mais on parle d'une dépense de 1000 milliards par an. Donc, 1000 milliards, ce n'est pas petit. Donc, si on me dit encore qu'on est autant de la décolonisation, je m'étonne un peu. Voilà. Donc, le budget qui est voté pour ces ministères-là, est-ce que ça suffit pour les infrastructures ou bien ça doit être doublé ou bien triplé? Vous qui êtes dans le milieu, pour qu'on sache un peu où on peut aller demander des marchés, quoi. Merci. Donc, je vais donner la parole à tous de vote, mais n'hésitez pas en même temps à donner votre mot de fin et de priorité pour... Ok, merci. Pour ce qui est des bâtiments autour des sites militaires, moi je viens le dire, moi président de la République, je fais habiter ça par des militaires. Là, on ne pourra pas raser parce qu'il y a eu une autorisation de construire de toutes les façons. Mais je ne laisserai pas des civils habiter. Et puis, ce n'est pas si simple aussi. Quand on prenait les tours, à partir des tours, on voit tout ce qui se passe à l'état-major, n'est-ce pas? Voilà, donc je crois que dans la loi de programmation militaire qui a pris fin en 2020-2021, il était plus ou moins question du déplacement de l'état-major. Ça me permet de rebondir sur la question que vous avez posée. 413 milliards, 642 milliards, ça ne suffit pas. Il faut plus que ça. En Côte d'Ivoire, on n'en a pas parlé. Malheureusement, le temps ne suffira jamais. L'industrie de l'armement n'existe pas. On n'a pas encore commencé à créer les académies militaires, ça ne suffit même pas. Des universités militaires, il n'y en a pas. On n'a pas encore commencé à faire le moindre recherche et développement, le moindre laboratoire de recherche et développement sur des questions de l'industrie de l'armement. On achète pratiquement tout ce qui est équipement militaire, contrairement au Ghana et au Nigeria. Voilà. Sur le fond, on devrait pouvoir le faire nous aussi. Voilà. Donc, ce n'est pas suffisant. On n'a même pas encore commencé. C'est juste bon pour l'entretien des bâtiments, quelques nouveaux bâtiments.
Mais c'est pas ça véritablement l'industrie, les infrastructures militaires à proprement parler, c'est pas ça. Si on doit déplacer l'état-major qui est là, imaginez le nombre de milliards qu'il faut. Vous imaginez un peu ce que c'est qu'un état-major.